Bonjour Sébastien Païtavi. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bruno Retailleau va à Grenoble aujourd'hui, après l'attaque à la grenade qui a fait 15 blessés. Il accuse le maire de la ville, qui est proche de votre parti, le maire écologiste Éric Piolle, d'avoir un discours antisécuritaire. Que lui répondez-vous ? Je crois qu'Éric Piolle lui a envoyé un courrier qui est resté sans réponse pour avoir le nombre exact de policiers, de forces de l'ordre à Grenoble. Et le nombre de policiers qui devraient être présents, parce qu'a priori, il y a un écart et il manquerait entre 100 et 120 forces de l'ordre. Et voilà, je crois que le sujet est sérieux et vouloir faire de la récupération politique est quand même problématique. Hier, à l'Assemblée, le texte de Gabriel Attal sur la justice des mineurs a été adopté. La gauche, dont vous faites partie, ne l'a pas voté. Et Gabriel Attal a déclaré « La naïveté tue ». Est-ce que vous êtes naïf sur ces questions sécuritaires ? En fait, il pose une très très bonne question et je crois qu'effectivement la naïveté tue. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune devient délinquant et se retrouve avec des problèmes? Quand on se retrouve avec l'été dernier, si on prend le budget de M. Attal, avec le nombre d'éducateurs qu'il y a en moins, comment on peut sérieusement accompagner quand la justice, la police et la justice se retrouvent avec des moyens en moins? Et en fait, c'est le grand sujet, hein, parce que vouloir s'en prendre aux parents, ne pas mettre les moyens pour accompagner. Et on voit avec la commission d'enquête qu'il y a eu sur l'aide sociale à l'enfance, quand on voit le nombre de jeunes aujourd'hui et les défaillances qu'il y a de ce côté-là, on a un vrai sujet. Et donc, si on veut être sérieux, il faut un accompagnement global. Mais il peut y avoir aussi un volet répressif. Mais il doit y être, mais ça ne doit pas être la seule solution. Et on ne doit pas faire de l'escalade sécuritaire de ce côté-là sur un événement. Parce qu'il y a quand même les droits de l'homme qui contestaient ce texte. Et puis, on va dire, tout le milieu judiciaire le contestait. Mediapart a publié une enquête sur l'établissement catholique du Béarn, Bétharram, qui révèle que François Bayrou aurait eu connaissance de faits de violences sexuelles qui s'y déroulaient pendant des décennies. Le Premier ministre a affirmé le contraire à 2 reprises au Parlement. Manuel Bompard appelle à sa démission. Est-ce que vous aussi ? Nous, on réclame une commission d'enquête. Parce qu'en fait, là, se pose la question, au-delà de M. Bayrou, de savoir qui avait connaissance et quelle est la responsabilité de l'État à ce moment-là. Mais s'il a menti, est-ce qu'il doit démissionner, le Premier ministre ? Il y a un gros problème au niveau du mensonge, et s'il y a un mensonge, effectivement, sur un sujet aussi grave, parce que quand on voit quand même l'ampleur du sujet, il y a quand même quelque chose de très conséquent, il se retrouve quand même, il est ministre de l'Éducation nationale en 1996 pour la première plainte, et il est président du département en 1998 pour la deuxième plainte. Donc il y a quand même des moments où il est en responsabilité. Donc ça pose quand même sa responsabilité là-dedans. Et il est venu mentir, très certainement, à 2 reprises dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Donc pour vous, commission d'enquête, mais pas démission à ce stade. En fait, la commission d'enquête, avec tous les résultats qu'il va en avoir, peut conduire à sa démission, bien évidemment. Dans 6 mois. Mais il faut le temps pour ça, oui. Souhaitez-vous que la motion de censure déposée par le Parti socialiste la semaine prochaine à l'Assemblée fasse tomber le gouvernement de Bayrou ? On se retrouve là, depuis sa nomination, avec une course à l'extrême droite. On s'est retrouvé l'été dernier avec des élections et avec un barrage républicain. Et quand on se retrouve avec ce sentiment, et il faut prendre la mesure quand même de ce qu'il utilise, le sentiment de submersion. Donc il n'y a aucun fait scientifique, avec un sentiment pour courir après les idées de l'extrême droite. Et là, on a un gros sujet. Bon, nos collègues socialistes, enfin, vont déposer une censure qu'ils vont pouvoir voter, et c'est très bien. Maintenant, vous souhaitez qu'il tombe, après, on verra bien ce que le Rassemblement national fera, parce que ça dépendra d'eux. Richard Ferrand a été désigné par Emmanuel Macron pour être le prochain président du Conseil constitutionnel. S'il ne passe pas ce barrage du Parlement la semaine prochaine, qui lui conseillez-vous de nommer ? La grande question est qui voulons-nous et comment voulons-nous que ce Conseil constitutionnel fonctionne? C'est le dernier et le seul rempart, on va dire, devant notre système, notre 5e République. C'est le plus grand contre-pouvoir. On se retrouve aujourd'hui sur les 9 membres, avec 7 qui sont des anciens députés et sénateurs, et ils sont tous de droite. Donc, quand on va se retrouver... C'est le jeu des nominations. Non, mais c'est le jeu des nominations, mais est-ce que ce sont les profils que l'on veut pour un conseil constitutionnel ? Vous souhaitez un constitutionnaliste ? Voilà, par exemple, un magistrat, un constitutionnaliste, ce serait, je pense, un bien meilleur rempart. Souhaitez-vous un référendum sur la fin de vie ? On a commencé un débat l'année dernière, en avril,
Il faut prendre la mesure au Parlement et à l'Assemblée nationale, avec un débat qui était d'une très très grande qualité. Pour une fois, on avait du temps pour pouvoir lancer un grand débat de société, qui concerne finalement très peu de personnes, mais qui est un enjeu essentiel. Je ne sais pas si on peut le trancher avec un référendum. Moi, j'aimerais que l'on puisse reprendre les débats. Alors, on ne peut pas les reprendre là où ils étaient, parce que c'est plus la même Assemblée, mais que l'on puisse reprendre le même texte et un seul texte, pas deux textes, tels que le demande le Premier ministre. Donc, à vous comprendre, vous préférez un débat au Parlement plutôt qu'un vote des Français sur ce sujet ? En fait, le sujet est très technique. On ne peut pas juste dire oui ou non. Il y a la grande question, est-ce qu'on veut des directives anticipées ? Il y a un grand sujet. Là, on était cette semaine avec les 20 ans de la loi handicap. Et en fait, on a un grand sujet sur la question du handicap. Il y a beaucoup de personnes en situation de handicap qui sont très inquiets en fait, de ce texte. Quand on ne leur permet pas d'avoir des conditions de vie dignes, il y a quand même cette question de « on me permettrait de mourir, mais on ne me permettrait pas de vivre dignement ». Et donc, il y a un débat qui est essentiel. Il y a la question des directives anticipées qui sont un sujet. Qui peut faire l'acte ? Et je crois que ça doit se discuter au Parlement. Comment on inclut cette question du handicap dans le texte sur la fin de vie, Sébastien Paye-Tavi ? En fait, la question est déjà comment on garantit des conditions de vie dignes. Quand on prend quelqu'un, par exemple, avec la maladie de Charcot, si on vous demande, vous, en pleine possession de vos moyens, si vous vous retrouvez diminué, malade, quel est le choix que vous ferez ? Et ce ne sera pas le même de si vous vous retrouvez à ce moment-là et si on vous pose la question à ce moment-là. Donc en fait, pour moi, il y a la question des directives anticipées, et ce n'est pas la même chose. Dans un monde où être en pleine possession de ses moyens est le modèle, eh bien en fait, ce n'est pas la même chose quand on se retrouve empêché ou dans une vulnérabilité. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ces directives anticipées ? Eh bien, je crois que si on prend le cas, par exemple, de quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer, qu'il puisse demander, lui ne veut pas vouloir se voir ainsi, ou que sa famille le voit ainsi, si on ne vient pas s'assurer au dernier moment, avant de faire l'acte, que la personne est consentante, je pense qu'on ne peut pas le faire. À l'Assemblée, vous avez obtenu cette semaine une victoire pour les personnes en fauteuil roulant. Vous êtes le seul aujourd'hui en fauteuil roulant à l'Assemblée nationale. Ce n'était pas arrivé depuis la Révolution française. C'est la fin du vote assis debout. Vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, c'est ce vote complètement absurde qu'on utilise alors, dans certaines conditions qui nécessitent de se lever pour pouvoir voter et qui pose un problème. Alors bon, comme le disait la présidente, je peux effectivement lever la main, mais je crois que symboliquement, demander dans une assemblée, quand il y a quelqu'un qui ne peut pas se lever, de faire un vote assis debout, pose problème. Mais c'est vraiment un petit changement, c'est pas grand-chose, sauf que la portée symbolique. Et d'envoyer un message à toutes les institutions dans toute la France, qu'il y a peut-être des choses à changer. On l'a vu avec les Jeux Olympiques, avec pour ceux qui le peuvent, levez-vous. Il y a des formules comme ça qui sont très importantes, qui permettent d'embarquer tout le monde, et je crois que c'était le message que l'on a voulu envoyer avec la présidente. Quand vous êtes arrivé à l'Assemblée nationale, vous ne pouviez pas aller voter à la tribune. Ça a été modifié pour le troisième tour d'un des scrutins. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que l'Assemblée nationale, elle est aux normes pour l'accès au... Ah, elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas, mais ça bouge petit à petit. Je crois que je les laisse pas tout à fait tranquille là-dessus. Bon, la tribune n'est pas accessible. Si je dois prendre la parole à la tribune, une tribune a été installée plus bas. Il y a plein de choses en fait qui sont en train de bouger. Mais là, on parle de moi en fauteuil, mais il y a une multitude d'autres handicaps. Quelqu'un qui est malentendant avec le bruit qu'il y a dans un hémicycle, avec aucun langage des signes, avec aucune retranscription, par exemple, ça peut être très difficile. On a un collègue qui est malvoyant. Je ne sais pas comment il peut suivre les tableaux d'amendement. En fait, il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas que le handicap, on va dire, visible. Et là-dessus, je crois que l'Assemblée a encore du travail. Ouais. Vous en parliez, c'était les 20 ans de la loi Chirac sur le handicap, mardi dernier. Vous êtes allé manifester lundi avec les associations, les militants qui disent que cette loi n'est pas appliquée à la place de la République à Paris ? Eh bien oui, on a bravé la pluie, le froid, et il y avait 3000 personnes, et donc c'était bien de se retrouver. Et c'était bien d'envoyer un message, parce qu'il y en a qui voulaient faire ça dans une salle, mais je crois que c'était important d'être à République et de montrer qu'on a toute notre place, parce que l'intitulé de cette loi voulait justement l'accès à la citoyenneté, et voilà, c'était un message fort. Il reste des choses à faire, vous voulez dire ? Ah oui, il y a beaucoup de choses à faire. Ouais. Merci beaucoup, Sébastien Paye-Tavi, député qui siège au groupe écologiste à l'Assemblée nationale, d'avoir été avec nous. On vous retrouve, Brigitte, pour les infos.